œuvre, une vie. Une émission conçue et présentée par Hélène Morat. Aujourd'hui, Louis Calafert, avec le concours de Claude Rich et la participation de Georges Pirouet, Georges-Arthur Goldschmidt, Jean-Pierre Miquel et de Louis Calafert. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Louis Calafert a 53 ans. Son œuvre, très originale, qui comporte une vingtaine de livres, peut être qualifiée rapidement d'autobiographie désespérée. Mais pourquoi ce désespoir permanent attire-t-il tellement le lecteur ? Pourquoi est-on pris à chaque fois dans un suspense de l'intériorité de l'homme, au risque d'avoir souvent mal en même temps que l'auteur ? Je n'ai pas aimé, comme je vois que certains aiment, avec dévotion ou abnégation. J'ai l'esprit trop occupé de ma personne, je le conçois bien, mais cela provient pour une part de ce que je n'ai pas réussi à susciter autour de moi la sympathie, que j'ai tôt ressenti l'hostilité générale à mon égard, et qu'elle ne m'a jamais été indifférente, comme par orgueil, j'ai cherché à le faire croire. J'en ai souffert plus que quiconque, car je désirais être aimé. Cet aveu inattendu, extrait d'un de ses plus beaux romans, Hinterland, peut représenter une brèche dans cette enceinte qu'est l'univers de Calafert, univers étrange, peuplé poétiquement de scènes atroces. En réalité, le mur qu'il essaie de dresser en permanence entre lui et le monde des vivants est un mur en verre. Tant, au contraire des apparences, il fait voir de très près tout ce qui concerne l'être humain dans son intériorité et dans ses comportements quotidiens. Alors, qui est Calafert ? Tout d'abord, l'opinion de 3 de ses amis. Georges Pirouet. Je pense que Calafert, c'est le sentiment tragique de la vie, sans aucune complaisance, ni à soi-même, ni à la littérature. Georges-Arthur Goldschmidt. C'est pas Calafert, c'est la parole de la violence faite aux hommes. Jean-Pierre Miquel. Je crois que, comme tout homme important et conséquent, il est indéfinissable en 3 mots. Mais si vous y tenez absolument, je dirais que pour moi, Calafert est un des écrivains qui me semblent les plus importants et les plus originaux de notre époque, et les plus soigneux aussi. Né en 1928 dans un quartier misérable de Lyon qu'on appelait la Zone, son enfance sera prioritaire dans sa mémoire, comme très souvent dans ses livres. Éternelle projection de fantasmes vécus à l'avance, si l'on ose dire. Cette enfance est racontée dans son premier roman, Requiem des Innocents, qui vient de sortir en livre de poche chez Christian Bourgois. Dans ce livre, la vie quotidienne est décrite dans un réalisme à la limite du soutenable, au point que l'univers de Zola semble avoir été un paradis sur la terre. On y trouve tout ce qu'il y avait de cruel, de douloureux, d'intolérable, d'ordurier. On y trouve l'enfance de Calafert. Ça commence au bout du monde. Il me semble encore entendre Ledernhardt, le juif allemand, soutenir que Christ n'avait pas été crucifié, mais bel et bien écrabouillé à coups de talons, et qu'ainsi toute résurrection était fort improbable. Dès qu'il était saoul, d'un bout à l'autre de la rue, d'un bout à l'autre du quartier, il criait sa conviction. Pour peu que sa voix montât d'un octave ou 2, on pouvait l'entendre des 4 points cardinaux. Et le père Ledernhardt était sincère, aussi sincère que Christ lui-même. Cela seulement lorsqu'il avait dûment poivré sa gueule pâle, rouillée de barbe. Au demeurant, il était le plus sale petit juif de la création, voleur, mesquin, filou, hypocrite, calomniateur, névrosé et intelligent. Il tenait en bout de rue une boutique de vieux vêtements rassemblés au hasard du temps, volés à quelques misères, enlevés de haute lutte à des mises aux enchères de salle des ventes. Depuis, ce territoire a changé du tout au tout, mais il est certain que Ledernhardt père fut le premier marchand d'habits du coin. Il faisait des affaires d'or, au rabais. Il n'y avait pas de concurrent. C'était la seule vraie boutique de ce lotissement d'Apocalypse, Feld et Feltin, les 2 cafetiers ayant simplement aménagé leur baraque.
Le Juif avait appelé sa boutique « À la bonne affaire ». Pain en verre, verre d'eau de mare, sur la devanture de planches pourries. L'intérieur, c'était de l'inattendu. Personne n'était capable de s'y reconnaître, à commencer par Ledernacht lui-même. Ce qui frappait au premier coup d'œil, c'était un grand cadre noir, sans dorure, taché par les mouches, où la femme Ledernacht, maintenant décédée, exposait pour les éternités des seins effrayants, tout blancs, gélatineux, et une tête épaisse, bestiale, travaillée par les rides. Ce portrait, dont je me souviens bien, laissait rêveur et angoissé sans qu'on puisse expliquer pourquoi. Les seins ballonnants de Madame Judith Ledernacht étaient si outrageusement vivants que les gosses de chez nous se tripotaient un petit peu en pensant à eux. On n'y résistait pas. C'est chez lui, naturellement, que ma mère m'acheta mon premier pantalon. J'avais 14 ans. J'en paraissais 17 et en dépit des prévisions, je venais de décrocher le certificat d'études. Ceci est une histoire parmi tant d'autres. Lorsque notre professeur, Loucher, il louchait, annonça les résultats officiels de l'examen et que seul mon nom fut jeté par sa voix de chien maigre dans le vide du silence, une large, une profonde et vaste stupéfaction pétrifia les copains. On me regarda avec des yeux moqueurs, des yeux méprisants, des yeux haineux. Les copains qui avaient tous échoué en bloc n'en revenaient pas. Moi non plus, Loucher non plus. J'étais le premier bâtard de mon quartier qui allait quitter l'école avec autre chose que des poux et le vice de la masturbation collective, mémoire d'homme. J'étais aussi crasseux que les autres, aussi vicieux et mal habillé que les autres. Comme eux, j'appartenais à une famille sordide du quartier le plus écorché de la ville de Lyon, la zone. Sous toutes les latitudes, on trouve ces repères de repris de justice, de bohémiens et d'assassins en puissance. Je n'étais qu'un petit salopard des fortifs, graine de bandit, de maquereau, graine de conspirateur et féru de coups durs. Pas plus que les autres, je ne redoutais le mal ni le sang. Les spectacles violents qui se déroulaient chaque jour dans notre univers nous trouvaient insensibles. Et quand Vikevitch, le Polonais pédéraste, se fit étriper au beau milieu de la rue par Tardan, jeune colosse de 18 ans, nous allâmes tous, avec plaisir, toucher son cadavre. En ce jour du début de juillet, où l'examen avait eu lieu, je venais, malgré tout, de me classer hors du commun. La surprise était de taille. J'en arrivais même à croire, tant j'étais surpris moi-même, que Loucher avait fait la blague de citer mon nom. Il fallut pourtant s'en convaincre, j'avais réussi. Dans quelques minutes, Loeb, le directeur de l'école, me remettrait le grand document, imprimé, illustré, qui me servirait dans l'existence à aller droit devant moi, la tête haute et les tripes vides. J'étais le petit bonhomme originaire du quartier honteux qui avait dans sa cervelle de quoi prendre à l'humanité tous ses certificats. Notre bande était là au complet. Schborn, un jeune garçon blond, musclé en diable, fort comme un débardeur, intelligent et cruel. Il commandait dur la bande. Il était mon seul copain. Nous étions sur un pied d'égalité, lui et moi, dans le respect des autres. J'étais le seul qui, un jour, ait osé le provoquer et rouler sur le goudron avec lui. De cette bataille mémorable, d'où je faillis sortir aveugle, il avait des ongles terribles, datait mon prestige de chef en second derrière Schborn. À cette époque, nous ne tolérions qu'une puissance, celle du muscle. Si par exemple nous accordions quelque considération à Debrère, le bossu, c'est qu'il forgeait à longueur de jour des insultes si grossières, si drôles que Schborn lui-même devait en rire. C'est la seule concession que nous ayons jamais faite à l'égard d'un faible. À l'image de la nature, chez nous, les faibles devaient crever et être tournés en ridicule pendant leur courte vie. Je me souviens de Victor Albadi, fils épileptique d'une veuve italienne. Feu le père, ivrogne parfait, avait autrefois brisé la jambe du gosse, l'estropiant à tout jamais. Le pauvre innocent avait la cervelle aussi folle que sa jambe. Ils traînaient péniblement l'une et l'autre. Le surnom de Totor était tout naturellement venu. Il était un des souffre-douleurs du quartier.
Les adultes ne se privaient pas plus que nous de l'injurier et de le frapper dès que s'en présentait l'occasion. On reste souvent provoqué. On se bat beaucoup chez les pauvres. Il faut bien passer sur quelqu'un sa fureur, sa rage d'être au monde et d'y rester. Donner des coups n'engageait à rien. En recevoir engageait à les rendre, et ainsi de suite. Dr Albadi, affaibli par sa déficience physique et ses tares consanguines, ne pouvait rendre les coups reçus qu'à un chat maigre qu'il avait adopté à cet effet. Sous nos assauts, Victor Albadi pleurait, hurlait, trépignait, saignait tout ensemble. Les jours de pluie, où nous n'avions rien de mieux à faire, nous le rabattions dans un coin désert, le terrain vague de préférence, et nous libérions sur ce déshérité notre inventive cruauté qui ne manquait pas de raffinement. Quand je songe aujourd'hui à quelle souffrance nous soumettions Albadi et d'autres, j'en suis épouvanté. Je pense que rien au monde n'est plus féroce, vicieux, criminel qu'un enfant. C'était la loi, nous apprenions la vie. Ce n'était pas par hasard, non, que nous regorgions d'individus surprenants. Nos familles avaient toutes quelques faits assez graves à se reprocher. J'ai connu dans mon enfance nombre d'assassins repentis, d'assassins pleins de promesses et de bandits à tous les degrés. Ils étaient là, hommes entre les hommes, que leur destin avait foudroyés. Ils portaient sur leurs épaules le poids écrasant d'une longue suite de déchéances, et comme pour se libérer d'une sorte de contrainte, ils avaient recours toujours à la brutalité, à l'exercice de la force, au mal, à la domination facile sur les êtres et les bêtes faibles. On eût dit que leur désir de vengeance n'était jamais assouvi, que c'était continuellement la même vengeance qu'ils appliquaient, qu'ils recommençaient. Chez nous, en été, chaque soir, des matchs de boxe écœurants menés par des volontaires se déroulaient sur le terrain vague. Et tous y prenaient un plaisir aigu. Hommes, femmes, gosses, nous étions debout, agglutinés, hurlant, trépignant, nous déchirant la gorge en encouragement démoniaque. Dans les derniers rounds, les deux pantins, aveuglés par le sang, la tête enflée, les jambes vacillantes, le corps malade de coups, lançaient au hasard leurs poings et leurs pieds. Notre public, visage crispé, flairait la mort. C'était la mort qui hantait ces combats. C'était la mort qu'on venait chercher chaque soir en été sur le terrain vague. Dans les ultimes minutes, le soir s'allongeant sur le ciel chaud, les femmes, les sens exacerbés, déliraient. À défaut d'une conscience nette des choses, les enfants ressentaient à pleine peau la tension magistrale de ces fauves qui nous entouraient. Chancelant, presque inconscients, abrutis de coups, dans les lueurs des fins de journée, les deux adversaires s'attrapaient à bras-le-corps, désireux d'un signe de victoire pour les départager. La chair ouverte, la chair saignante, ils finissaient par s'écrouler ensemble dans les bras l'un de l'autre, et dans l'air épais, le râle sexuel des femmes montait, bondissait, lancé, projeté hors de leur ventre, folles, dépossédées, hurlantes comme dans la délivrance. C'était inconcevable et superbe. Il n'était pas rare que les hommes allassent encore écraser de coups les têtes des boxeurs évanouis. Chaque soir d'été, sur le terrain vague, c'était un halali humain. Nés au cœur de cette fournaise, nous étions, dès les premiers mois, dépositaires de ses excès et de sa constante fureur. Au surplus, nous restions ignorants du monde extérieur et de ses mœurs. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup parler de ces 13 premières années dans la zone, à Lyon, mais vous écrivez si souvent que tout ce qui vous concerne votre enfance. Non, effectivement, cette période, enfin les conditions ont été telles que il s'est trouvé que, étant né dans des conditions particulières, socialement particulières,
Mais enfin, grâce à Dieu, je veux dire, je m'en suis bien tiré. C'est pour moi l'essentiel. Sorti de là, il est vrai que très, très longtemps, beaucoup moins maintenant, parce que bon, les caps sont passés, on va tout doucettement vers la mort. Je veux dire, donc les choses sont. Mais il est vrai que cette expérience qui était involontaire, Qui n'a pas duré tellement longtemps, d'ailleurs. qui a duré, ans, quand même. oui, non, mais enfin, je veux dire, c'est l'implication qui a duré 13 ans dans la mesure. Dans la mesure où j'étais un enfant, bon, jusqu'à 13 ans, et puis enfin à 13 ans, je me suis quand même retrouvé, je veux dire, dans une usine. Et les usines de cette époque-là, honnêtement, je ne sais plus comment elles sont maintenant, parce que j'y suis pas retourné, mais je veux dire, il n'y avait pas les conditions sociales, enfin, des usines à cette époque, il n'y avait pas de loi sociale, enfin, il n'y avait rien, je veux dire. Donc, en fait, ça n'a pas duré, ça a duré jusqu'au moment où je suis parti à Paris, enfin, où je suis venu ici. C'est ça. C'est-à-dire, j'avais 15 ans et demi, quoi. Ma mère était au lit avec papa, ça s'entendait. Ma mère choisissait le dimanche matin, et tout enrobée d'une onction qu'elle avait retenue de je ne sais quel exemple, s'appliquait à démontrer de façon baroque la supériorité du croyant sur l'athée. Elle pérorait pendant 2 bonnes heures. Mon frère Lucien était charmé par ses paroles. Les yeux à demi clos, il savourait en souriant. Que pouvait bien représenter pour ce cerveau atrophié l'image de Marie accouchant du Messie? Il s'en référait peut-être à sa mémoire de quelque image sainte entrevue, où la Vierge éclaire le monde de son regard pur. Il souriait. Ça devait bien lui plaire, ce ronronnement des mots sans vigueur. Il se tenait tout tranquillement assis sur sa chaise, les doigts dans le nez, les jambes pendantes. Le discours de ma mère, sans vie, sans force, sans persuasion, m'emmerdait jusqu'au désespoir. Elle mettait une passion véritable à nous exhorter à la croyance. Ça l'émoustillait à fond de palabrer à perte de vue. Elle y allait de son geste bénisseur. Elle avait presque la vocation. Elle coupait ses phrases de longs silences ou de grands soupirs attristés. Sa face se contractait parfois à n'y pas croire. Dans la grimace, elle avait du génie. Lucien gobait tout sans rien comprendre. Moi, je me foutais d'elle, je ricanais, je grimaçais. Ce couple épique, mes parents. Alors moi, aujourd'hui, je vous crie salaud, à vous deux. Toi, ma mère, garce. Je ne sais où tu es passé. Je n'ai pu retrouver ta trace. J'aurais bien aimé pourtant. Tu es peut-être morte sous le couteau de Ben Ramed, le bico des barrières dont les extravagances sexuelles t'affolaient. Si tu vis quelque part, sache que tu peux m'offrir une joie. La première, celle de ta mort. Te voir mourir me paierait un peu de ma douloureuse enfance. Si tu savais ce que c'est qu'une mère, rien de commun avec toi, femelle éprise, qui livra ses entrailles au plaisir et m'enfanta par erreur. Une femme n'est pas mère à cause d'un fœtus qu'elle nourrit et qu'elle met au monde. Les rats aussi savent reproduire. Je traîne ma haine de toi dans les dédales de ma curieuse existence. Il ne fallait pas me laisser venir, garce. Il fallait recourir à l'hygiène, il fallait me tuer, il fallait ne pas me laisser subir cette petite mort de mon enfance. Garce, si tu n'es pas morte, je te retrouverai un jour et tu paieras cher, ma mère. Cher, garce. Je n'écrirai plus ça aujourd'hui, parce que je trouve que c'est désagréable. Quand on a l'âge que j'avais quand j'ai écrit ça, je veux dire, on a aucune indulgence, on ne comprend pas du tout la nécessité des autres. Je pense qu'il y avait là une nécessité qui était la sienne. Donc c'est une chose que je n'écrirai pas aujourd'hui. Bon. Ce mea culpa fait. C'est mieux que mea culpa. Oui, non, mais oui, enfin on comprend avec l'âge, je veux dire, on a plus d'indulgence. Vous la situez dans son contexte, c'est ça. Vous la comprenez mieux. C'est ça. Voilà. Sorti de là, je dois dire que c'est un problème qui ne m'intéresse pas.
À partir de là, vous identifiez les femmes à votre mère, mais de façon, encore une fois, ambiguë et contradictoire. Vous haïssez les femmes maternelles, donc elles sont méchantes. Vous m'avez dit un jour, elles ne vous donnent rien sans rien, etc. Enfin, vous les avez en horreur. Mais alors les femmes qui... Ben, les femmes, qu'est-ce qu'on peut dire des femmes quand on est un homme? Je veux dire, pas grand-chose, parce que... Non, en général, dans votre œuvre, vous les décrivez comme ça, maternelle, protectrice, enfin un peu... J'ai souvent le sentiment, mais je pense que c'est... Oui, mais je pense de- que c'est souvent le sentiment de la plupart des hommes. Je veux dire, les femmes ont effectivement ce côté, comment dire, génitrix, enfin, Ouais. absorbante, dont moi je me défie instinctivement. Je tiens essentiellement à ma liberté sous tous les rapports. Il y a effectivement chez la femme quelque chose de... Il faut peser ses mots, parce que, bon, mais... enfin, d'absorbant, qui cherche à vous absorber, à vous manger d'une certaine manière, à vous manger, enfin... et ça me laisse toujours un petit peu sur mes gardes. Enfin, oui, je suis un peu sur mes gardes par rapport aux femmes en général. Je crois qu'un homme ne peut pas parler des femmes. Je veux dire, ça alors vraiment, me semble-t-il, enfin, pas plus qu'une femme peut parler des hommes. Je veux dire, nous sommes là quand même dans deux régimes bien spécifiques, bon, qui se rejoignent pour des problèmes de commodité, mais je veux dire, c'est quand même, à mon sens, deux univers tout à fait clivés. Alors, il peut y avoir évidemment des points d'intersection, de rencontre. Je me sens toujours devant la femme, enfin, en tant qu'entité, je me sens toujours quand même tout à fait étranger. Ridiculant brillant, toi, Calaferte, je sais où te trouver. Tu es frêle silhouette qui frôle les murs de la ville certains soirs, et tend la main aux passants. Tes yeux sont rougis par l'alcool. Te souviens-tu seulement que Lucien et moi vivons? Te rappelles-tu cette prison qu'était notre ghetto? Cela a dû s'estomper dans ta tête. Toi, tu vis où le destin te place. Un jour, dans cette rue, à mendier ton pain, demain, ailleurs, à t'enivrer. Rien n'était peut-être de ta faute. Je te ressemble. Nous subissons la vie sans trop songer à nous révolter. La révolte nous dépasse toujours. Nous manquons de souffle. Un matin, je m'accrocherai à ton nom dans le journal. On t'aura ramassé mort dans la rue. J'irai à l'institut reconnaître ton cadavre. Je te le promets. J'ai besoin de te revoir, nu et immobile. La garce ne sera pas là pour implorer en ta faveur son hypocrite Dieu protestant. Nous nous retrouverons dans la terre qui doit tous nous prendre. Et au-delà de la terre, nous nous haïrons férocement. En paix, il n'y aura pas de repos. Il aurait pu avoir liquidé cette enfance avec ce livre, comme disaient les psychanalystes. Pas du tout. Pour la bonne raison que, paradoxalement, c'est de ce cauchemar que va naître Calafert écrivain. Pourquoi et comment? Premièrement, l'adolescent Calafert ne supportera pas les besognes auxquelles ses origines le destinent. Travail en usine, médiocrité, saleté, laideur, etc. Or, il témoigne très tôt d'un amour forcené pour la lecture. Il lit partout, n'importe comment. D'abord n'importe quoi. Très vite, sa passion de la lecture l'entraînera vers les plus grands écrivains. Stendhal, Tolstoï, Kierkegaard, Gide, Amiel, Kafka, Flaubert et tant d'autres. Il aimera les découvrir à travers des journaux, des correspondances, des biographies d'auteurs. On découvre avec bonheur ses goûts littéraires dans le premier tome de son propre journal, paru en 1980. Georges-Arthur Goldschmidt, écrivain de talent vous-même, vous m'avez avoué que c'était la lecture du premier livre de Calafert, Le Requiem des Innocents, qui vous avait donné l'envie d'écrire. Expliquez-moi un peu ça. Oui, disons que c'est beaucoup plus une rencontre que Calafert m'a montré la voie sur laquelle je pouvais écrire moi-même. Mais c'est pas une raison littéraire, c'est une raison existentielle. J'ai retrouvé dans Requiem des Innocents
mes propres préoccupations profondes. En plus, il se trouve que j'ai rencontré il y a très très longtemps, c'était en 1951, Calafert, mais dont je ne savais pas du tout qu'il était cet écrivain-là, et sa personnalité m'avait profondément frappé déjà à cette époque. Hein. Les rencontres littéraires, vous savez, ce sont toujours des rencontres du fond même de la personnalité. C'est jamais fortuit. Hein. Et pourtant, souvent, lorsqu'on a, ce qui vous est arrivé, un coup de cœur pour un écrivain, bon, d'accord, pour vous, ça a été sur le plan humain également, c'est un peu comme le coup de foudre en amour, ça passe. Pas pour vous, vous l'avez suivi continuellement et vous connaissez l'œuvre de Calafert totalement, je crois. Parlez-moi de tous ces livres qui se ressemblent tellement. Si vous voulez, vous dites très bien, je crois que vous l'avez d'ailleurs éprouvé pour Vaillant, cette espèce de coup de foudre, si vous voulez. Mais s'il est vrai, il ne se dément pas. Tout simplement parce qu'un écrivain a toujours la même voix. De même qu'il ne change pas de corps, il ne peut pas changer d'écriture. On ne peut pas sauter dans la peau d'un autre. Et l'écrivain véritable, c'est celui qui reste toujours dans sa peau. Ou comme dirait l'autre, qui écrit toujours le même livre. Et Calafert a sans cesse écrit le même livre, c'est-à-dire qu'il n'a jamais écrit le même. Il y a d'abord les deux livres qui se tiennent très forts, qui sont Requiem des innocents, Partage des vivants, qui sont vraiment des récits autobiographiques de la misère fantastique de la banlieue lyonnaise et de la violence. Après, il y a eu l'étape de Satori, etc. Puis, après, viennent de nouveau les livres apparemment autobiographiques, comme Portrait de l'enfant, comme Limitrophe, comme Paraphe, comme Hinterland, où cette autobiographie, au lieu d'être un récit comme elle était dans les deux premiers, devient un examen en profondeur du souvenir, mais du souvenir le plus précis, le plus méthodique, le plus anonyme. Et la force de Calafert, c'est précisément de faire passer ses souvenirs les plus intimes dans l'anonymat de tout le monde. Et plus une anecdote est précise et tranchée, plus elle appartient aux autres. Et sa grande réussite littéraire, c'est que cette espèce de force par laquelle il pénètre dans le propre souvenir est aussi le moyen d'accéder au souvenir des autres. Ça, c'est tout à fait étonnant. Il ne partage ça qu'avec Kafka ou avec Handke. Une phrase que je peux citer qui ressemble absolument à Kafka, qui est dans Limitrophe, qui est comme une définition que Calafert donne de lui-même. Nous sommes plusieurs bandes ennemies à s'exterminer impitoyablement en moi. Cette phrase aurait pu être de Kafka. Vous avez une roue de secours, ça c'est formidable, vous aimez lire. Mais au départ, vous ne savez pas quoi lire. Donc vous lisez n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Oui, non, là j'ai eu l'aide tout de même de ce qu'on appellerait aujourd'hui... comment on appelle ça non, pas une assistante sociale, mais c'était un jeune médecin qui, lui, je veux dire, a joué à cette époque-là, a joué dans ma vie un rôle primordial, dans la mesure où il a dû déceler vraisemblablement que, bon, j'étais pas complètement idiot. Et à partir de là, je veux dire que son aide a été vraiment très profitable. Et que dans une certaine mesure, c'est quand même lui, je veux dire, qui m'a orienté vers, disons, un petit peu la connaissance livresque. Enfin, donc, je veux dire, c'est par ce chemin-là que j'aurais peut-être fait tout seul, mais plus tard, qui a été pour moi, qui a été pour moi une ouverture, je veux dire, sur autre chose. Et j'ai eu la chance, là aussi, de comprendre qu'il y avait dans les livres, enfin, que j'ignorais, je veux dire, qu'il y avait une force. Et que cette force, je pouvais m'en emparer. Enfin, en fait, ça a été le cheminement, ça. De ses lectures ferventes, de son amour pour la littérature et de ce qu'il est convenu d'appeler le don, naîtra très tôt sa détermination d'écrire. D'autres raisons l'incitent fortement. C'est un écorché vif, un angoissé, un solitaire, un oppressé. Il étouffe, et il entrevoit l'écriture comme un salut. Cette idée ne le quittera d'ailleurs jamais. Le cheminement de la lecture, de la connaissance et de votre désir d'écrire, ça s'est fait comment ?
Je sais pas comment ça s'est fait. Je veux dire, ça a été instinctif. Ce qui s'est passé de très formel, enfin de très important, enfin pour moi, c'est qu'à un certain moment, j'étais donc, enfin ici à Paris, dans cette ville, dans des conditions enfin qui frôlaient la misère. Enfin, dans des conditions assez épouvantables. Et l'ennui. L'ennui, non. L'ennui, non, la peur. Non, pas l'ennui, la peur. Déjà la peur. La peur de me dire qu'est-ce qui va advenir. Ça a été l'angoisse permanente, ça. L'angoisse sale, l'angoisse cotonneuse, l'angoisse cadavérique, l'angoisse perforante, l'angoisse onctueuse, l'angoisse décharnée, l'angoisse rampante, l'angoisse hideuse, l'angoisse rat, l'angoisse poilue, l'angoisse ulcéreuse, l'angoisse insidieuse, l'angoisse obèse, l'angoisse poison, l'angoisse césarienne, l'angoisse garrot, l'angoisse lipue, l'angoisse écœurante, l'angoisse au suçoir mou, l'angoisse têtue qui gratte et grignote et grapigne et griffue. Toutes les résistances nobles de l'esprit minent et dévorent et entaillent et entament et enserrent et grivellent et rognassent et bafouent l'être dans sa dignité. L'angoisse torpide qui assomme, annihile et étrangle, mouche grasse, lascive, repue du bourdonnement de cervelle. L'angoisse au davier pesant qui écartèle les chairs. L'angoisse lustrée des nuits horribles, filtrant par la rainure des portes, ectoplasme de glu figé, muet au fixe regard bleu sur les murs ondulants, tache mouvante dans la pénombre opprimée, sans bruit, ouateuse, mais massive, mais présente, et sa patte musclée tâtonne sur le drap, cherche le ventre, le cœur, la gorge. Son vinaigre laiteux éclaboussant les paupières malades de claustration, la laine morveuse, les grosses lèvres frôlent le visage, tampon humide qui étouffe le cri halluciné. L'angoisse et son vide terrorisant où sombre peu à peu la volonté décomposée. L'angoisse qui fait haïr les crépuscules, annule le présent, minute par minute, se profile, silhouette flasque, implacable, sur le futur qu'elle corrompt, pénètre les plus calmes refuges. L'angoisse douloureuse, inhumaine à hurler, qui ment, grossit, délave, brouille, déforme, vampire hilar, crocheté par ses dents sulfureuses à chaque extrémité sensible de la nervure torsionnée. L'angoisse à feu, l'angoisse à rire, l'angoisse à cohue, l'angoisse à doute, l'angoisse à attente, l'angoisse à silence, l'angoisse à honte, l'angoisse à prière, l'angoisse à démence. L'angoisse qui drogue et dénature ce qui me reste de raison. Par quoi il m'est possible encore de m'identifier. Mais il faut progressivement lui céder jusqu'au suicide. L'on sait que l'angoisse et l'écriture, ça va souvent ensemble. Pour certains écrivains, c'est presque un pléonasme. Pour vous, c'est différent. Ça va chercher plus loin. J'ai l'impression, vous me direz si je me trompe, que votre angoisse est un mal irrémédiable. Quelque chose qu'on trimballe avec soi jusqu'à sa tombe. En effet, je connais, et vous connaissez beaucoup d'écrivains angoissés, voire écorchés. Mais ils font avec. Certains vont même jusqu'à s'installer dans leur angoisse. Ils réussissent parfois à vivre bien, soit.
par une réaction inverse. Je souffre parce que je suis le plus beau, le meilleur. Les autres ne peuvent pas me comprendre. Soit en fréquentant le monde, comme on dit, ce qui permet une certaine légèreté naturelle de s'épanouir au contact des autres, par rapport au regard des autres, de l'image de marque qu'on leur donne. Pour simplifier, disons que l'on essaie de se sentir exister grâce à la reconnaissance de son être par l'environnement. Ces comportements littéraires sont de toute façon, et pour certains écrivains, une projection de l'angoisse sur eux-mêmes, sur leur narcissisme, alors que chez vous, Louis Calafert, rien de cela, et que vous avez choisi et voulu votre solitude. Oui, j'ai choisi dans la mesure où on choisit, j'ai choisi une façon de vivre, qui est une façon de vivre retirée, loin en tout cas de toute façon de ce qu'on appelle le monde littéraire, qui, dès ma jeunesse, enfin, dès les premières publications de mes livres, m'a paru tout à fait surfaite, légère. Ça ne correspondait pas du tout à mon tempérament. J'avais une expérience à mener vis-à-vis de moi-même, et de mes idées ou de mes sensations, enfin, que j'ai voulu mener seul à l'écart de ce qu'on appelle le monde. Enfin bon, je me suis retiré. Alors là, c'est un choix. On peut habiter Paris et ne pas fréquenter le monde littéraire. C'est faisable aussi. C'est moins ce petit monde qui moi d'ailleurs ne m'intéresse pas, que je trouve absolument sans intérêt. Mais au-delà, les fluides, ce qu'on appelle en ésotérisme les égrégores de cette ville, me sont complètement hostiles. Je ne suis pas à mon aise, je veux dire, dans cette ville. Il ne serait pas question pour moi ni d'y écrire, ni d'y travailler. Je veux dire, enfin, la question s'est même jamais posée, puisque il y a je ne sais pas combien d'années je suis out, mais voilà tout ce que je peux vous répondre. Je veux dire, en ce qui concerne l'angoisse, il ne faut pas non plus exagérer dans la mesure. Je sais bien, enfin, à notre époque, tout le monde était angoissé. C'est spécial, c'était avant que ce soit la mode. Oui, non, mais je veux dire, on a l'air de faire une gloire de cette angoisse qui se jumelle effectivement avec le côté littéraire ou pseudo-artistique. Je veux dire, n'importe qui est aussi angoissé que le monsieur qui écrit. Je veux dire, c'est pas un privilège que d'être angoissé parce qu'on écrit. Non, au contraire. Mais ça dépend, encore que ça dépend. Non, mais nous sommes tous, je veux dire, moi je considère pas le monde en catégorie, les gens qui écrivent, les artistes d'un côté, et puis le reste de l'humanité qui serait complètement subalterne, peuplé de minus. Non, nous sommes tous, je veux dire, nous sommes tous pétris de la même, du même limon. Je veux dire, alors bon, les uns l'expriment, c'est mon cas et le cas de certains écrivains. Les autres ne l'expriment pas, mais ils le ressentent et le vivent de la même manière. Je veux dire, c'est pas du tout. Il y a même une espèce d'impudeur à parler de son angoisse dans la mesure où, primo, ça n'intéresse personne et que tout le monde, les thèmes angoissiels sont valables, et surtout dans notre monde d'aujourd'hui, plus encore forcément, sont valables, je veux dire, pour tout le monde. Bon, il y a ceux qui sont doués pour l'exprimer et d'autres pas, je veux dire, mais moi, ça m'exaspère un petit peu, je veux dire, cette espèce de classification de choses catégorielles. L'artiste est un angoissé et les autres rien du tout. Ouais, ça me paraît complètement débile. Vous avez quand même choisi votre solitude. Ah oui, ça c'est dans un but déterminé. Je veux dire, j'ai publié un premier livre, j'avais, je sais plus, 21 ou 22 ans. Bon, il s'est trouvé que ce livre a eu un retentissement considérable, oui. Et je me suis trouvé, en fait, placé devant ce qu'on appelle le monde littéraire, qui était tout à fait prêt à m'absorber. Vous connaissez ça sans doute mieux que moi. Je veux dire, bon, tous les salons littéraires, les choses comme ça, peuplés de vieilles dames délirantes et accessibles. J'ai trouvé ça pas digne d'un homme. C'est pas l'image que je me fais de l'homme, et aujourd'hui encore, je veux dire, cette espèce de promiscuité plus ou moins malsaine qui flotte sur des choses qui sont pas des réalités profondes. J'ai pris la détermination très jeune, et là je me félicite chaque jour, d'avoir eu la sagesse à cette époque-là, je veux dire, de rompre avec cette chose-là et de m'écarter, de m'éloigner.
Louis Calafert, la première fois que je vous ai interviewé, il y a exactement 10 ans, je sortais d'une lecture douloureuse et fascinante en même temps. Je venais de lire Hinterland. Les problèmes posés dans ce très beau livre m'attiraient fortement et pourtant j'étais quasiment révoltée tant il me semblait inhumain, ou plutôt surhumain, je devrais dire, de pouvoir vivre ainsi. Vous m'avez répondu textuellement: si je ne pouvais pas m'exprimer par, disons, l'art, c'est un mot qui recouvre beaucoup de choses, je crois que je serais fou, très sincèrement. J'ai parfaitement conscience que mes livres sont au bord de la pathologie. J'en suis certain. Mais l'écriture n'est pas pour moi un jeu, c'est quelque chose de dramatique et qui me sauve. Et surtout, dont je sais par avance qu'elle va à un certain moment me sauver. Et vous avez ajouté: je ne suis pas en accord, aujourd'hui encore. Je ne suis pas située. C'est un drame terrible, à vivre tous les jours. Au-delà de la littérature, c'est le noir. Un noir dont je ne sais pas ce qu'il sera. Bon, c'était une merveilleuse profession de foi, sans chiquet, lucide et authentique. Me diriez-vous les mêmes choses aujourd'hui? Oui et non. Oui et non, dans la mesure où, en ce qui concerne, disons, l'élément pathologique, enfin, il est évident que rien n'a beaucoup changé. Mais je crois par ailleurs que la magie de l'écriture a joué, c'est vrai. Un élément, enfin une magie libératrice qui, effectivement, avec des strates qui se sont comme ça déposées, superposées au long des années, je pense qu'il y a là... je serais moins formel que je ne l'étais il y a 10 ans, comme vous le dites. Cela dit, fondamentalement, les choses n'ont pas tellement changé, mais il faut croire aussi qu'avec l'âge venant, je m'accoutume à moi-même. Mais comme tant d'autres, et plus encore, il va se heurter à sa pauvreté. Comment écrire quand on a plein de choses dans la tête, dans le cœur, mais pas de table, pas de papier, pas de lit, pas de cigarette, quand on en arrive à manger un sandwich tous les 2 jours, les fastes, ceux où on a tapé des copains. Ce sont toutes ces souffrances et sa nécessité vitale à écrire qu'il raconte dans un superbe et énorme livre qui sera publié beaucoup plus tard, Septentrion. On y trouve un mélange de Henry Miller et de Céline. Disparité des thèmes et du style, qui va des descriptions les plus réalistes, les plus crues, les plus cruelles, à une poésie quasi mallarméenne. De Céline, il a le lyrisme de l'ignoble, la véhémence. Comme Miller, il se complaît dans la fréquentation des prostituées ou des femmes horribles, appréhendant les deux avec la même brutalité. Et s'il s'apparente à Mallarmé, c'est à cause de son goût pour la difficulté, son refus du monde qui le blesse sans cesse et ironiquement l'attire parfois, surtout au plan du rêve fou. Curieusement, lui qui ne s'aime pas, qui dit volontiers de ses livres que ce sont des écrits de jeunesse, il revendique Septentrion. La frénésie de lire me vint, je crois, vers les 15 ans. Je me revois fort bien assis dans un autobus faisant ma première incursion littéraire avec un livre de nouvelles d'un auteur strictement inconnu dont je n'ai jamais su le nom. C'était un livre à bon marché qu'on avait dû me prêter ou que j'avais dû trouver chez le quincaillier de mon quartier, qui, si inhabituel que cela paraisse, s'installait sur le trottoir devant sa vitrine, à côté des cuvettes émaillées, des brocs, des beurriers en terre rouge et des pots à confiture, des casiers de livres d'occasion qui passaient de main en main d'un bout à l'autre de l'année par tous les habitants du quartier, avant de revenir à la quincaillerie un peu plus défraîchie si possible, tachée de vin, de graisse, de café, de traces de doigts, les pages arrachées, décousues et pour la plupart agrémentées en marge de dessins obscènes. Il y avait surtout des romans policiers et un grand nombre d'ouvrages illustrés sur les positions recommandées pour favoriser et perfectionner l'art du coït. On y trouvait par hasard quelques bons et authentiques romans ou essais dont il eût été curieux de suivre les pérégrinations qui les avaient conduits jusque-là. Pendant 1 an ou 2, j'ai bien dû m'arrêter presque chaque matin devant ces casiers et choisir des livres.
Coïncidence singulière qui ne vaut sans doute pas qu'on épilogue, mais littérature et solitude sont les deux mots qui m'ont le plus intrigué lorsque je les ai entendus pour la première fois. En lisant, je m'enfouissais sous le texte comme une taupe. J'ai aimé les écrivains, tous les écrivains, d'un amour de béatitude, respect, admiration, envie, imagination et superstition aussi. Tout cela composait cette espèce de tendresse bizarre que je leur accordais spontanément. J'essayais de rassembler le plus d'indices possible sur la vie de chacun. Merveilleuse, attendrissante époque pour moi sur ce plan, où la foi absolue transposait tout et me tenait lieu d'intelligence et de sens critique. Je m'en souviens comme d'un âge d'éther, où il faisait bon s'endormir en plein air sous les étoiles et se laisser conduire par la main vers cet ensorcellement imaginaire que je recréais à volonté. Je passais le plus clair de mon temps dans l'intimité des écrivains sans en connaître un seul. Fanatique et amoureux, idolâtre, subissant comme les autres toute la journée les engueulades des chefs d'atelier ou du chef du personnel, supportant l'atmosphère du travail en usine auquel je n'ai jamais pu m'acclimater, meurtri dans mon amour-propre, ne pouvant répliquer sous peine d'être mal noté, tenu à l'œil et chargé des boulots les plus emmerdants de la boîte, il me suffisait pourtant de me souvenir tout à coup d'une description d'un bureau d'écrivain que j'avais lu quelque part, et instantanément la colère fondait. Je me mettais à battre des ailes au-dessus du parc zoologique, une caisse de boulons neufs sur les épaules ou la pompe de graissage dans la main droite. Par je ne sais quel processus de projection, je me sentais métamorphosé, n'ayant rien de commun avec toute cette misère, toute cette veulerie entretenue, morbide. Que j'y fusse provisoirement mêlé n'était plus alors, selon moi, qu'un accident fortuit. Je me coulais dans la peau de mon second personnage, que je ne perdais jamais de vue, l'écrivain que j'aurais voulu être. À noter que je ne me suis jamais autant pris pour un écrivain qu'à l'époque bienheureuse où je n'avais rien écrit. 2 mots sur Septentrion quand même, Oui. parce que moi je trouve que c'est pas, enfin j'aime énormément tous vos livres, mais je crois pas que ce soit le meilleur, enfin bon. Mais je veux savoir si, parce que je le connais bien ces livres, si vous vous rendez compte que c'est parce que vous êtes tellement intègre, je sais pas si vous avez conscience que vous y racontez tout ce que vous avez été obligé de faire de pas très, disons, moral, entre guillemets, pour avoir les moyens d'écrire. Oui. Parce qu'il faut encore faut-il avoir les moyens. Oui, ça c'est un gros problème. Il faut avoir les moyens, et il faut avoir les moyens d'écrire, les moyens financiers d'écrire. Matériel. Matériel, oui, aussi petits fussent-ils d'ailleurs, mais enfin, il faut les avoir. Dès lors qu'il commence à écrire, il ne s'arrête plus. Et ce besoin d'écrire devient pour lui une thérapeutique pour ne pas être fou allié et un moyen de ne pas se suicider. Mais nous reviendrons sur l'idée de la mort. Vous continuez de souffrir. Hélas pour le lecteur. Hélas pour le lecteur. Bravo, ça je suis contente de vous entendre dire, pour une fois. Et votre désir de mort semble aller en s'amplifiant. Une fois que vous savez que l'écriture seule est votre thérapeutique, Oui. vous dites tout. Le possible et l'impossible, le conscient et l'inconscient. Si j'ose dire, si vous en avez conscience. Oui, oui, très conscience, oui. L'obsession de la mort, je crois qu'on a tous un pacte avec la mort, de toute façon. On n'en connaît pas seulement l'aboutissement. Désir plutôt de meurtre retourné contre moi-même, c'est-à-dire un désir suicidaire, ça, oui. Mais qui est inclus, je pense, dans ce pacte qu'on a avec la mort. Je veux dire, d'une manière ou de l'autre, de toute façon, c'est quand même, je veux dire, c'est quand même le point central. Enfin, le point central de notre vie, c'est quand même notre mort, quoi. Il faut, honnêtement. Et puis, je dois dire que d'une manière générale, moi, je tiens pas tellement à vivre. Ça m'amuse pas tellement. Je sais bien que M. Jouandeau dit la vie est une fête, mais moi je trouve que la vie est une fête pour les fêtards. Je veux dire, sorti de là, je trouve que ça n'a pas de... Moi je n'éprouve pas beaucoup d'agrément à vivre. Je sais bien que la plupart des gens, je veux dire, autour de moi,
même dans mon entourage immédiat, je veux dire, les gens sont quand même, grosso modo, heureux de vivre. C'est pas mon cas. Ça m'amuse pas tellement, je veux dire, d'une certaine manière, je veux dire, plutôt les choses seront finies. Et il vous pousse et vous n'écoutez personne, de toute façon. Votre entourage, enfin les gens que vous connaissez, même des amis. Oh, je suis imperméable. Vous êtes complètement Ah imperméable. oui, totalement imperméable. Non, mais je veux dire, c'est leur optique à eux, puis moi j'ai la mienne. Je veux dire, ça se croise rarement. Tout ce que je dis n'a aucune importance, comme tout ce que je ne dis pas. Il y a toute une liste de choses que j'ai oublié de faire avant de mourir. J'espère qu'on ne m'en voudra pas. Le jour où je me suis suicidé, il faisait un soleil radieux sur la mer. Des jeunes filles aux doux regards, aux épaisses chevelures brunes, habitaient des creux de sable humides. Il y avait sur la plage de très belles femmes et beaucoup d'imbéciles. Je fus bien content lorsque le sang qui gicla de ma boîte crânienne, en même temps que quelques déchets gélatineux, les éclaboussa tous, et que j'entendis leurs cris d'épouvante. Vous avez une façon étonnante, dans certains de vos livres, de vous décrire mort. On a l'impression que cette image vous calme, vous rassérène. Comment Oui. vous expliquez ça? Ben, je ne l'explique pas, je le constate. C'est vrai que je suis un amateur de cimetière, que j'aime y passer de grands moments. Je pense, enfin pas je pense, je sens que nous sommes là au cœur d'une, peut-être de la seule vérité qui nous implique tous. Et la proximité de la mort est pour moi libératrice. Car je pense qu'il faut faire une différence entre ce que j'appelle la mort libératrice et la mort contraignante. Il y a des morts horribles, je veux dire, des conditions horribles de mort ou des choses comme ça, ce qu'on appelle les morts violentes en général, qui là me semblent être entachées vraiment de choses maléfiques et tragiques pour la suite post-mortem. Oui, les gens qu'on tue, les massacres. C'est ça. Maintenant, par ailleurs, l'acte suicidaire, avec ce qu'il implique, sans doute, probablement, enfin tout au moins dans mon esprit, de choses purement maléfiques, m'effraie, me fait peur. Et je dois dire que grâce à cette espèce de libération de l'écriture, grâce à Dieu jusqu'à maintenant, je me suis épargné cette chose que je ne désire pas, je veux dire, que je n'envie pas. Puisque vous voilà bel et bien vivant devant moi. Bel et bien vivant, et bel et bien vivant, et je pense, si Dieu le veut, dans un calme de plus en plus... La sérénité. Oui, j'espère. J'en suis pas là, mais enfin j'espère que ça viendra. Je fus pessimiste, optimiste, pessimiste, optimiste, pessimiste, selon les circonstances, comme tout le monde. Je tiens tête. Pour s'en débarrasser, ça ne fait rien. Tant pis, ce n'est pas grave. Conforme à mes incessantes contradictions. Il faut que je vous dise, j'en ai gros, j'en ai gros comme ça, sur le cœur. J'avoue que je regrette mes terres, mes villas, mon château, mon appartement, ma meute, mes équipages, mes gens. J'ai trop de passion pour n'être pas indifférent. Je, sous-signé Louis Calafert, confirme par la présente que le surnommé est en tout point conforme à l'idée qu'on évite de se faire de lui. Les grands mythes, l'erreur judiciaire, dramatisé, ça impressionne. Je suis descendu dans les plus grands palaces des plus grandes villes. J'ai goûté à toutes les cuisines. J'ai jeté l'argent par les fenêtres.
J'ai eu les plus belles femmes partout où je suis passé. Ça continue. Je ne m'en lasse pas. Il est 11 heures. Encore 1 heure avant midi. Je lis toujours les affiches pour voir si, par erreur, il n'y aurait pas mon nom dessus. Pour les autres, c'est insupportable. Mais pour moi, ça va très bien comme ça. Moi, le poète Calafert, je vous interdis de parler de poésie comme je vous interdis de parler de l'art en général. Vous n'y connaissez rien. Vous n'y connaîtrez jamais rien. Pour savoir quelque chose là-dessus, il faut avoir vécu 30 ou 40 ans comme un écorché vif. Ce n'est pas votre cas. Ce n'est pas même à votre portée. Vous n'êtes donc bon qu'à lire, qu'à écouter ou à contempler, si le cœur vous en dit. Pour le reste, fermez vos grandes gueules. J'écris pour ne pas me tuer. Si j'insiste tant sur ma naissance, c'est qu'elle fut pour moi un événement capital. Avis aux critiques. Dites que je suis un baroque classique, mystique sceptique, lyrique mesuré, érotique chaste, un poète de la joie désespérée. Si vous n'aviez pas été écrivain, qu'auriez-vous aimé être? Écrivain. Mais si vous n'aviez pas été écrivain, qu'auriez-vous aimé être? Écrivain. Mais dans le cas où vous n'auriez pas été écrivain, qu'auriez-vous aimé être? Clown. Toujours hanté par les démons, par le mal, il écrit « Tout est laideur splendide ». Je crois que cette formule est assez illustrative de sa démarche littéraire. Il se livre jusque dans ses viscères, mais sans aucun exhibitionnisme, car en même temps, cette apparente absence de pudeur révèle son grand secret, la peur. Ses cris, parfois effroyables, sont souvent un refuge pour cacher son besoin de tendresse, sa soif d'amour. Il semble, par son attitude agressive, vouloir se défendre à tout prix d'une sensibilité exacerbée et d'un sacré amour du beau. Ces dons hallucinatoires ne le conduisent jamais au délire verbal. Au contraire, il les maîtrise grâce à sa lucidité et il les sublime par sa poésie intrinsèque. Georges Pirouet, vous êtes conseiller littéraire chez De Noël et à ce titre, vous vous occupez de l'œuvre de Calafert. Vous êtes aussi son ami. Croyez-vous que l'immense talent de Calafert soit en rapport avec sa notoriété? Certainement pas, parce que Calafert est, pour dire les choses crûment, un écrivain qui ne rapporte pas beaucoup d'argent et qu'on pourrait considérer au contraire comme ce qu'on appelle un auteur de fond, une maison d'édition s'honore d'avoir un écrivain comme Calafert, pensant qu'il est à la fois quelqu'un d'important et de grand aujourd'hui, mais qu'il le sera également demain. Son comportement à l'égard du livre terminé n'est pas très habituel. Le plus souvent, les écrivains s'intéressent à leur tirage, critiquent, suivent leurs livres. En somme, j'en connais même beaucoup qui font la tournée des libraires, comme les cinéastes, dans les salles pour leurs films. D'une part, Calafert n'écrit pas pour être publié dans la semaine qui suit la fin de son travail d'écriture. Il écrit journellement, quotidiennement, poussé par un besoin intérieur, surtout intérieur, et ses œuvres peu à peu s'accumulent. Et ce qu'il y a de curieux avec lui, c'est qu'on peut retrouver dans l'ensemble de ses œuvres, tout à coup, un texte dont il nous dit « Oui, j'ai un texte, mais il y a quelques années que j'ai écrit. » Vous voyez ? Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'il a
quasi une sorte de peur et de panique de séjourner à Paris. J'aimerais que vous me parliez de son angoisse fondamentale, de sa sensibilité exacerbée, sa soif de tendresse dissimulée. On voit très bien chez Calafert ce qu'il refuse. C'est-à-dire, au fond, il refuse le siècle dans lequel nous sommes. Il éprouve à l'égard de tout ce qui se passe dans le monde un sentiment d'angoisse, un sentiment de refus. Il est un homme qui ne veut pas mettre le pied dans le siècle. Ça n'est pas pour autant un destructeur ou disons, un marginal qui ne songe qu'à bouleverser la société. Je dirais au contraire que c'est un mainteneur, c'est quelqu'un qui aimerait maintenir. Maintenir quoi? Non pas la société telle qu'elle est aujourd'hui, ou la civilisation telle qu'elle est aujourd'hui, mais l'idée qu'il se fait, lui, de la civilisation et de la société. Et à cause de cela, il y a chez lui, sous un terrible pessimisme, sous une certaine forme de cynisme, il y a chez lui quelque chose de fondamentalement, je dirais, optimiste, parce qu'il y a certaines valeurs qui pour lui sont indiscutables. Il y a aussi une autre chose importante, c'est que lorsqu'on lit son œuvre, on a la sensation que c'est un homme dur, c'est un homme cruel, c'est un homme qui vous fait souffrir par les textes qu'il a écrits. Mais tout à coup, on s'aperçoit qu'il y a derrière cette dureté une tendresse, une sensibilité, un souci d'autrui, un amour de l'amour et un amour de l'amitié qui est tout à fait exceptionnel. C'est une chose qui m'a tout particulièrement frappé en lisant son journal, le premier tome qui a déjà paru et le second tome qui va paraître au début de l'année prochaine. Et dans cette écriture qui est donc une écriture journalière et quotidienne, on le voit penser le monde. C'est un homme inclassable. C'est un écrivain qui donne dans plusieurs genres et, secondement, a modifié l'intérêt qu'il éprouvait pour ce genre-ci ou ce genre-là au cours de sa vie. Il y a ces deux choses-là. C'est-à-dire que c'est à la fois un homme, un écrivain orchestre, si vous voulez, bien que cela se situe dans la orchestre, non pas au sens de tintamarre, hein, bien l'inverse. Et c'est à la fois ça, et puis aussi c'est un homme qui a considérablement progressé. Je dirais aussi que c'est un homme inclassable dans la mesure où, au fond, la littérature de fiction, la littérature qui consiste à utiliser le mensonge, entre guillemets, pour révéler une certaine liberté et une certaine vérité, et ce n'est pas son genre à lui. Calafert, au fond, est un écrivain pour qui l'écriture est toujours la révélation de l'homme. C'est ça. Il est beaucoup plus près des... Je ne sais pas, je prends de très très grands noms, mais enfin tout de même, il est beaucoup plus près d'un homme comme Montaigne ou d'un homme comme Pascal, pour qui le souci majeur, c'est exprimer ce qu'est l'homme, essayer de comprendre ce qu'est l'homme, et ne jamais couper le cordon ombilical entre l'homme que je suis et l'homme qui s'exprime. Dans un de ses plus beaux livres, intitulé No Man's Land, publié en 1963, on est frappé par son orgueil quand il raconte son inculture, entre guillemets, et son humour quand il se demande d'où lui est venue cette envie d'écrire. Quoi de plus totalement mystérieux chez un individu que le brusque écoulement de cette substance impalpable du verbe? Entre la conception et la réalisation d'un livre s'interpose l'épreuve des limbes, d'où il n'est pas commode de sortir sain et sauf. Un écart de 2 ou 3 degrés sur le sextant, et vous voilà à la merci des récifs effilés. Personnellement, je ne compte plus les naufrages ni le prix des cargaisons coulées. La vision d'ensemble ne manque pas d'être enchanteresse, floue, prometteuse, pleine de clairs obscurs qui sont une rare séduction pour l'intellect.
sans commune mesure avec l'œuvre achevée. Si nous pouvions lire les livres qui ont été rêvés dans un moment d'exaltation imaginative par des hommes dont c'est le métier, sûr et certain qu'ensuite il nous serait impossible d'encaisser les ersatz qui nous sont ordinairement proposés sous forme de volumes imprimés. Montrez-moi un écrivain digne de ce nom qui ne se sente pas dans le 36e dessous au terme de son travail. À peine écrite, la page encore humide vous semble mièvre, scrofuleuse. Elle ne contient pas le 10e de ce qu'on avait pensé y mettre. Combien de fois faudrait-il recommencer? Toujours, à vous flanquer le bourdon, terrasser d'avance en prévoyant la somme d'efforts qui reste à fournir. Vous étiez parti sur la lancée du géant, botte de 7 lieues, appétit d'ogre, voix royale et tout le Saint-Frusquin, pour accoucher de quoi? De ce nabot ridicule à face palote qui se réclamera pourtant de votre nom et de sa qualité d'enfant légitime, d'où les interminables ratures, remaniements, rafistolages, versions successives, points de suture, marasme, corbeille à papier submergée, nuit blanche, remplacement d'un mot par un autre et retour du premier mot à sa place d'origine, ce tripotage anxieux pour chaque ligne, et ainsi de paragraphe en paragraphe. Bataille rangée où Dieu a sa part, et si ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Tout un. Je devais avoir tout juste 15 ans quand le virus m'entra dans le sang. Les livres que j'avais lus, une vingtaine en tout, m'étaient parvenus je ne sais trop comment. Les gens que je fréquentais n'auraient pas distrait un centime de leur budget pour un achat de cette nature. On lisait ce qui vous tombait du ciel. À l'usine, quelques brochures porno passaient de main en main. Dans le lot incroyablement restreint de mes lectures, je fus saisi d'admiration pour 2 ou 3 de ces dégueulasseries à succès qui finissent par s'immiscer partout. Je gobais, ébahi. Suffisait que ce soit un livre. Il ne me serait pas venu à la pensée d'émettre un jugement critique. Tout ce qui était imprimé avait sur moi une emprise irraisonnée. Trop inculte pour me douter de l'existence d'une autre catégorie de livres. Qui, dans mon entourage, aurait pu prononcer le nom de Montaigne, ou celui de Rabelais, Proust, Dante, pas même celui de Balzac? Si quelqu'un avait eu la bonne idée de me déléguer un guide qui m'eût indiqué du doigt sur quel rayon choisir. Le mal que je me suis donné pour creuser mon malheureux petit igloo, que d'itinéraires parcourus dans la furie de l'enthousiasme puéril pour aboutir à des déceptions. Je n'émergeais de ma gangue que 10 ans après l'incohérence de ces premiers tâtonnements. 10 ans de persévérance obtuse, dans la plus totale des solitudes morales. L'insecte qui s'acharne à escalader le monticule 100 000 fois gros comme lui. 10 ans pendant lesquels tout ce que j'écrivais était par avance destiné au panier ou à moisir avec le reste de mes essais avortés au fond d'une valise. Invariablement tourné en ridicule par les rares copains qui consentaient parfois à m'écouter leur lire à une table de bistrot, les dernières pages que je venais de pondre. Rentrant seul ensuite à mon hôtel par les rues désertiques, la mort dans l'âme, honteux de m'être laissé aller à cette sorte d'exhibition. Arrivé chez moi, je balançais le manuscrit dans la valise ouverte, une croix là-dessus, mortem. Je jurais de ne plus y toucher. Comment et pourquoi eus-je un jour l'idée d'attraper une plume? Il y a beau temps que je l'ai oublié. Mais aujourd'hui, il semble que Calafert, publiant ses carnets qui couvrent sa vie et son œuvre de 56 à 67, ait trouvé un certain épanouissement. Du reste, dans ce livre, le lecteur fait la connaissance de sa compagne, G, et de ses amis. Je n'ai pas beaucoup besoin par nature de communiquer. Par nature, je me satisfais d'être avec moi-même. À tort ou à Et raison. vous en avez souffert quand vous étiez petit, cette absence de communication. Oui. Alors vous êtes fait avec, vous avez Oui, fait avec. sans doute.
Je suis, de toute façon, là, contrairement à ce qui se passe devant un micro, je suis d'ordinaire silencieux et Oui, je sais ça. je passe fort bien, même avec mon entourage immédiat. Je veux dire, il m'arrive fort bien de passer 3 ou 4 jours, je veux dire, sans parler du tout. Enfin, en dehors, bon, des choses tout à fait élémentaires, mais donc la communication n'est pas pour moi un problème. Maintenant, en ce qui concerne l'amour et la tendresse, les choses se sont établies une fois encore d'une certaine manière. Et quand même, depuis quelque temps, une sorte de sérénité, sinon de, D'amélioration. sinon de joie, Voilà. sinon de grand bonheur. Non, le bonheur, sorte- c'est pas pour moi le bonheur. C'est. Non, on n'est pas. Le bonheur, c'est un autre problème. Puis qu'est-ce que le bonheur? Ouais, bon. Mais on peut dire quand même une certaine... Un apaisement. un certain Un apaisement. apaisement qui tient à l'âge. Forcément. L'or est le plomb de toute personnalité. La part de moi-même qui était destinée au luxe, à l'argent, aux femmes, à la vanité, aux jouissances faciles. La part destinée à l'ascétisme. Elle l'emporte. Guite, qui est une sainte. Plus que jamais, écrire est pour moi un sacerdoce. Disparaître d'un coup, me reposer, en finir avec moi-même, lâché par lassitude. J'aimerais me fondre, me dissoudre, entrer dans un espace sans angoisse. Pas une minute de paix morale dans la journée. Oppressé, anxieux, malade d'angoisse, usure intérieure. Bannir la violence, se discipliner sans relâche, obtenir de supprimer en soi jusqu'à la pensée même de la violence. Rien ne saurait exprimer la détresse dans laquelle je sombre à tout moment. À quoi bon lutter? Je me laisse engourdir. Tout à l'heure, en montant dans mon bureau, la carabine à la main, j'ai senti avec détachement, comme ce serait facile de fermer la porte, de me tirer une balle dans la bouche. Ce geste, et ce serait enfin fini. Si je le faisais maintenant, au lieu d'écrire ceci, tant je suis là, ma dernière pensée ne serait que celle du repos. Aucun travail, nulle forme de vie ne me convient plus. Je suis comme insensibilisé à tout ce qui n'est pas l'angoisse. Je mène une vie pauvre sous tous les rapports. En changer ne me causerait aucun plaisir. Seul le travail serait susceptible de me tirer de là, au moins provisoirement. Retrouver ces heures d'état de grâce, ces moments de visionnaire que j'ai connus pendant le travail, de ce qui est écrit de Septentrion. L'autre soir, G m'a dit « Dans ta vie, tu n'as que ton travail. Moi, c'est l'amour qui est mon motif de vivre. Elle vaut 1000 fois mieux que moi. 6 ans le 1er janvier prochain, que nous vivons ensemble. Elle aura été le pôle de ma vie amoureuse. Aujourd'hui, déprimé, je ne sais plus même ce qu'est l'amour. Rien de ce qui me vient par les autres ne saurait me combler. Peut-être la rédaction de ce livre a-t-elle contribué à me ruiner intérieurement. Pourrais-je l'achever? Sinon, je me tue. Je veux être à part ou n'être rien. J'ai fait de ma vie une vie de solitaire. J'entends qu'il en soit de même pour mes livres, si je réussis à en écrire plusieurs. Ce qui, du point de vue auquel je me place, n'est pas certain, ni peut-être même souhaitable. Pour être rassuré,
J'ai besoin de son amour. Nous sommes tous deux conscients de ce lien. Il m'est difficile d'exprimer combien m'est nécessaire sa présence. J'aime la savoir près de moi dans la maison, descendre de mon bureau après avoir travaillé, pousser la porte de la cuisine, la voir se lavant, se peignant. Lorsqu'elle est absente pour un après-midi, je ne cesse de songer à l'accident qui pourrait lui advenir. Cette pensée m'obsède. La patience de la retrouver grandit, se mue en angoisse, en peur panique. Elle revient. Je remercie Dieu de me l'avoir rendue. La sensibilité excessive, presque maladive, le pessimisme foncier, une sentimentalité inavouée, en même temps qu'une grande froideur et le goût de la solitude, le mépris de ce qui est commun, l'imagination vite énervée, une générosité, une largesse parfois tempérée par des mouvements d'avarice, la bonté spontanée qui n'exclut pas la crainte d'être dupe, la hantise du suicide. Venons-en à la forme et au style de Calafert. La forme revêt toutes les formes. Récit, roman, poème, essai, tout est pareil pour s'exprimer. Mais il y a aussi le théâtre. Jean-Pierre Miquel, je crois que l'on peut dire de vous que vous êtes le metteur en scène attitré du théâtre de Calafert. Comment ça s'est fait, cette rencontre? C'est un hasard, un choix, et pourquoi? Bien, c'est un hasard dans la première phase, parce qu'un jour, quelqu'un m'a communiqué un manuscrit de Louis Calafert. C'était la pièce chez les Titch. Et j'ai lu cette pièce qui m'a beaucoup plu. J'ai décidé de la monter au Petit Odéon. Et après, j'ai rencontré Louis Calafert. Donc, ça a commencé par son œuvre, avant de connaître l'homme. Par la suite, j'en ai monté d'autres. J'ai monté Trafic, j'ai monté Mots. Et l'année dernière, tu as bien fait de venir, Paul. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une atmosphère commune dans toutes ces pièces, même si les sujets diffèrent? Il y a une atmosphère commune à l'intérieur du théâtre intimiste, bien sûr. Il y a une atmosphère commune qui est l'intimisme, enfin, et qui est le naturalisme des paroles, des gestes, des sentiments, des comportements. Surtout des comportements, parce que je crois qu'il y a une observation extrêmement fine et attentive des comportements. Et ces comportements se manifestent souvent sans le langage. Et donc le langage n'est pas obligatoirement lié, n'est pas la transcription d'un comportement ou d'un sentiment, mais souvent le langage est un petit peu décalé, un peu autre chose. Alors évidemment, il y a une atmosphère intimiste, oui. Chez les Titch. L'appartement Titch. C'est ce qu'on veut avec divan, table, glace. Bien visible, un très grand fauteuil ancien et suspendu à un cintre, un maillot semblable à ceux que portent les personnages avec cette inscription « Pauvre Titch ». Trafic. Salle à manger modeste dans un appartement de vieil immeuble d'un quartier populaire donnant sur la gare. 2 vieux fauteuils Voltaire placés côte à côte devant la fenêtre. Les miettes. Une pièce dans un appartement modeste. Au fond, dans une amorce de corridor, la porte d'entrée très visible. Un vieux piano droit contre le mur avec son tabouret. À droite, porte de la cuisine, praticable. À gauche, porte de la chambre, simplement indiquée dans le décor, elle n'est pas utilisée. Tu as bien fait de venir, Paul. Dans un immeuble probablement quelque peu vétuste,
C'est une grande pièce qui sert à la fois de lieu où il mange et dort. Un lit, une petite penderie, un fauteuil et un guéridon de rotin, 2 chaises encombrées de vêtements qu'on a jetés là. Un certain désordre qui tient à la négligence d'un homme qui vit seul. Une porte-fenêtre est ouverte sur une sorte de loggia donnant sur la cour. Une autre porte ouverte laisse apercevoir l'amorce d'une minuscule cuisine. À côté de celle-ci, l'amorce du couloir qui donne sur la porte d'entrée. Mot. Assis sur la dernière marche inférieure de l'escalier, un pot de réséda à côté de lui, Mo tripote sa montre Gousset. Est-ce que vous pensez qu'à l'instar de ses romans et autres récits, Louis Calafert se livre dans son théâtre? L'homme Calafert se livre beaucoup mieux, à mon avis, dans ses récits, beaucoup plus dans ses récits, et bien sûr maintenant dans son journal, que dans son théâtre. Le style est toujours d'une extrême concision et d'une grande acuité. Les phrases sont courtes, le vocabulaire est riche, il utilise peu de mots, mais jamais les mêmes. C'est un style dense qui illustre exactement la densité de l'auteur et de sa recherche. Mais on y trouve également des contradictions. Lorsque la verve apparaît, les descriptions imagées et déconcertantes de la part d'un auteur aussi pudique. Alors quels sont les thèmes chers à Calafert? Ils sont à la fois réels, imaginaires ou oniriques. Selon les cas, leur expression écrite est assez contradictoire. L'angoisse absolue prend la forme soit de la violence, soit de la douleur. La mort, le suicide, tentant mais impossible de compter le nombre de fois où ces mots sont utilisés dans l'œuvre, peuvent se transformer en désir de meurtre. La solitude recherchée, mais en même temps le rêve de s'inventer une vie tout à fait banale, avec femme, enfants, amis, parents. Calafert dans la norme. Utopie ou possible parmi les possibles? Il y a aussi l'argent, qui n'a aucun intérêt. Vous n'aimez pas l'argent, et pourtant il vous a beaucoup manqué. Oui, il continue toujours de me manquer d'ailleurs. Oui. Non, je n'aime pas l'argent, je veux dire, ça n'a jamais été mon propos. Vous ne l'aimez pas? Non, C'est une sorte de relation affective, là. Vous le haïssez, sans l'argent. doute, oui. Sans doute. Il me manque. Il me manque même cruellement à certains moments. Mais je ne veux rien consentir. Pour lui faire des faveurs. Je veux dire, il doit venir comme ça. S'il doit venir, puis quand il vient pas, bon, ben, on attend. Non. Toutes les facilités, je veux dire, qui peuvent surgir de l'argent me paraissent alors là tout à fait bannissables. Dieu, que de choses je porte chaque jour. Je m'étonne qu'à me voir à demi courbé sous mon fardeau, les passants ne s'attroupent pas pour me considérer avec curiosité et malice. S'ils venaient à me prêter la moindre attention, il est probable qu'ils me prendraient pour un homme cupide, dont le but dans l'existence est l'accroissement de ses possessions matérielles, cependant étrangères à mes préoccupations. Par nature, je suis porté aux choses de l'esprit, les seules qui aient pour moi du prix. C'est d'elles que j'ai toujours retiré mes satisfactions intimes, même au temps de ma jeunesse pauvre. À elles que certains jours de grand épuisement moral, j'ai dû de ne pas renoncer à ma vie mesquine. Combien de fois ai-je été sur le point de me débarrasser de ma charge à l'endroit où je me trouvais, dans la rue, au milieu de la foule, dans l'escalier de service d'un de ces grands immeubles où je présente à des gens méfiants que je dérange une marchandise ingrate pour laquelle je réussis rarement à éveiller chez eux un semblant d'intérêt. Je ne mens pas en disant que j'ai imaginé, sans en trouver aucun qui fût digne, tous les moyens à ma portée de m'en défaire. Je bénirais quiconque m'en soulagerait pour toujours.
Il me faut maintenant donner quelques définitions pour une meilleure approche de Calafert. Il est violent mais courtois, malheureux et apparemment serein. Un homme vrai, absolument authentique. Pas de triche, pas la moindre coquetterie, et pourtant. Comment est-il possible d'avoir un tel talent et de ne pas chercher à le divulguer? Ce n'est pas de l'indifférence. Calafert croit en lui, mais refuse définitivement le tapage ou simplement les honneurs que tant d'écrivains recherchent ou auxquels ils ne peuvent pas résister. La vanité littéraire me stupéfie. Le succès, c'est la foule, l'ignorance, le mauvais goût. Ce qui, dans un livre, n'a d'importance que pour l'écrivain lui-même ne compte pas. Pourquoi cette démagogie? Au contraire, la seule compte qui n'a d'importance que pour l'auteur. Il s'agit avant tout de troubler. C'est un auteur secret mais abondant, discret mais lyrique, solitaire mais fidèle à sa réalité. Sa solitude voulue est une réaction contre les promiscuités de son enfance. Il aime le travail mais n'est pas besogneux. Il hait les besognes avilissantes. Sempiternellement autobiographique, non par narcissisme, mais comme substitut d'une analyse. En quelque sorte, son œuvre peut être considérée comme une épistémologie de la psychanalyse. Marginal parmi les marginaux, haine du parisianisme et de toute mondanité, romantique à en crever, mais choisissant le ton de la grogne sublime. Mais attention, tout cela serait bien incomplet si l'on oubliait son sens de l'humour. Je suis sûre qu'au fond de vous-même, vous croyez en votre œuvre, mais que vous en êtes constamment mécontent. Quand on s'en compare au grand, au vrai grand, on sent son incapacité, je veux dire, vous comprenez. Alors qui, par exemple? Disons Kafka, oui, par exemple, bon, disons Kafka, mais disons les grands, je sais qu'il s'agisse de Kafka, de Montesquieu, de Diderot, de je ne sais qui, je veux dire, quand on se compare à ces monuments, je veux dire, qui étaient pétris d'intelligence, de talent, de savoir-faire, de tout ce qu'on veut, je veux dire, ce sont vraiment des êtres super doués. Sa petite œuvre à soi, on se dit qu'est-ce que ça va devenir dans le temps, tout ça, vous comprenez. Et moi, là, je le dis parce que moi, je suis toujours très ouvert dans ce jeu. C'est vrai qu'il m'est absolument indifférent. Ça, c'est une maladie aussi. Mais il m'est absolument indifférent d'être reçu dans mon temps. Mais je dois dire que dans le temps suivant, si une fois mort, je vois par un petit trou que tout ce que j'ai fait a disparu, ça me causera beaucoup de chagrin. Voilà. Vous prétendez vous aimer. Alors, oui. De temps en temps, on dit moi, Calafert, oui. etc. Oui. Ça, c'est la provocation. Ça. Vous avez des envolées lyriques, pas seulement des pensées précises, et drôles, en pleurer, qui sont probablement aussi des projections de votre imaginaire. Oui, bien sûr, oui. Très honnêtement, si je me compare à beaucoup de mes contemporains, je me trouve tout à fait génial. Donc, conclusion, grande prétention, grand orgueil. On a dit de Louis Calafert que dans son jaillissement créateur, il voulait que se confondent le souffle de la vie et celui de son heure. C'est vrai. C'était Une œuvre, une vie. Une émission conçue et présentée par Hélène Morat. Aujourd'hui, Louis Calafert, avec le concours de Claude Riche et la participation de Georges Pirouet, Georges Arthur Goldschmidt, Jean-Pierre Miquel et de Louis Calafert. Chef opérateur du son, Arlette Adrian. Collaboration technique, Daniel Cocolle. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.